Déjà, merci pour l'invitation. J'étais censé d'être présent il y a, je pense, 2, 3 ans. 2021. 2021, voilà, le temps passe vite. Hein. C'est pas en ma faveur. Mais malheureusement, j'ai dû décliner l'invitation à ce temps-là. Donc, je suis Laszlo Szigeti, je suis anesthésiste à l'hôpital Erasme. J'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans en Flandre, entre après ma formation et tout ça. Et je me suis occupé beaucoup, surtout de la ventilation unipulmonaire, de l'anesthésie thoracique. Mais bon, ventilation unipulmonaire, ventilation bipulmonaire, c'est pas la même chose, mais c'est semblable. Donc merci pour l'invitation. Je dois dire, je n'ai pas reçu d'argent pour cette présentation, malheureusement. Juste, cette étude, c'est l'étude EUSOS d'il y a quelques années, qui démontre que, comme vous pouvez voir, la mortalité post-opératoire pour la chirurgie non cardiaque en Europe, en 28 pays, est de 4%, ce qui est, je pense que vous êtes d'accord que c'est énorme. Si ça marche, voilà, c'est énorme. Bon, maintenant c'est une étude multicentrique. Si vous voyez, la Belgique ne score pas trop bien. Maintenant, apparemment, ça peut être à cause de l'honnêteté des hôpitaux belges qui déclarent trop bien leur mortalité post-opératoire. Maintenant, de ces patients qui sont décédés, regardez, il y a presque 47 000 patients, il y avait 1800 aidés de mort, et chirurgie élective, semi-urgente et hyper-urgente si vous voulez. Il y avait la majorité des patients qui sont décédés n'ont jamais été admis aux soins intensifs en période post-opératoire. Ce qui, disons, c'est pas nouveau parce que bon, il y a un patient qui rentre à l'hôpital, il n'a pas de place à l'USI, il décède, un polytrauma énorme et tout ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de complications pulmonaires parmi ces complications qui provoquent le décès, quoi. Et à nouveau, pour la chirurgie non cardiaque, si vous voyez, il y a bien sûr des complications cardiaques, 4, 3, 2%, complications, autre chose, sepsis, insuffisance rénale, mais l'insuffisance respiratoire, pneumonie et dépression respiratoire représentent 21%. Donc imaginez-vous, un patient sur 5 en post-opératoire va faire une complication respiratoire. Et 7% de pneumonie. Les pneumonies intra-hospitalières, donc que le patient attrape à l'hôpital, si vous voyez, représentent presque 11% de mortalité, presque 10 fois plus que les patients sans pneumonie en post-opératoire. Et bien sûr, de point de vue économique, c'est presque 3 fois plus de durée d'hospitalisation par rapport aux patients qui ne développent pas cette complication. Ici, les taux d'intubation urgente en période post-opératoire, les premiers 3 jours en post-opératoire. Et comme vous pouvez voir, ça dépend de la chirurgie, bien sûr. Plus la chirurgie est lourde, plus il y a d'intubation dans les premiers 3 jours. Mais il y a des autres facteurs, le BPCO, dyspnée, le BMI. Les maigres sont plus disposés à faire des complications post-opératoires, donc à être intubés dans les 3 jours post-opératoires, que quelqu'un avec un BMI élevé. Et la mortalité, bien sûr, c'est logique. Si vous êtes intubé dans les 3 jours post-opératoires, vous avez plus de chances de mourir parce que vous avez fait une complication. Et ces complications, comme vous pouvez voir, donc pourquoi on intube, c'est œdème pulmonaire, atelectasie, pneumonie, aspiration, obstruction des voies aériennes, et les autres, bien sûr, des causes cardiaques et ainsi de suite. Mais au-dessus, c'est
œdème pulmonaire atelectasie pneumonie. Donc, 3 complications pulmonaires. Et quelles sont les causes des complications pulmonaires? M. Coury, c'est un chirurgien qui a publié ce risque dans l'Annals of Surgery. Il y a des facteurs liés aux patients. Le patient âgé, on ne sait pas le rajeunir malheureusement. Obèse, il ne va pas maigrir pour une intervention. Il ne va pas arrêter de fumer. Peut-être vous lui demandez, monsieur, vous fumez? Non, j'ai arrêté la veille de l'intervention. Vous buvez comme tout le monde ou non, j'ai arrêté ce matin. Les stéroïdes, bien sûr que non. Des nutritions, on peut le retaper 2-3 semaines avant l'opération, mais ça ne va pas aider beaucoup. L'anémie et les problèmes respiratoires. Donc, c'est indépendant de nous finalement. La même chose, facteurs chirurgicaux. On peut toujours demander aux chirurgiens de ne pas faire des incisions, faire de la paroscopie, enfin, la paroscopie, c'est moins invasif, qu'il ne coupe pas les muscles, qu'il opère par télépathie, c'est possible aussi, peut-être, mais bon, ça ne va pas faire la différence. Par contre, là où on peut faire la différence, c'est ce qui est lié à l'anesthésie. Et comme vous voyez, anesthésie générale, douleur, trop de fluide et des problèmes ventilatoires. Alors, il y a des années de ça, c'est pas hier que j'ai fait ça. Je suis rentré dans une salle d'opération et le ventilateur était testé allumé et c'était 100% d'oxygène en flot de 6 litres, en volume courant de 500, 12 fois 100 pipes. Bon, imaginez-vous, il y a le PG, il intube le patient, le premier patient qui pèse 50 kg, il le ventile 500 fois 12, 100 pipes, tout ça, et le patient commence à désaturer. D'après moi, il va commencer à désaturer. Je ne sais pas, moi je ne suis pas d'accord avec ces installations, donc c'est là que je pensais qu'il faudrait peut-être faire quelque chose de mieux. Bon, le concept d'améliorer la façon de ventiler les patients, c'est pas nouveau. Ça date, je pense que la majorité de vous, de nous, n'est même pas né en 1963, comme M. Bendixen a développé ce concept de l'atelectase. C'est un article de base paru dans le New England à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a vu? Si on ventile avec des volumes courants insuffisants, basses si vous voulez, par rapport à un volume plus haut, les patients développent des atelectases au niveau des bases des poumons. Donc c'était vraiment le concept d'atelectase per-opératoire induite par l'anesthésie. Il ne savait pas expliquer ça correctement, mais il expliquait ça simplement par le volume courant. 63, à nouveau, New England, 2000. Une étude aux soins intensifs, cette fois-ci, qui ont ventilé le patient avec un volume courant de 12 versus 6 ml par kilo, en atteignant respectivement 50 ou centimètres d'eau de pression plateau et 30 cm d'eau de pression plateau. Vous voyez la différence de mortalité entre les deux, 40% versus 31% à la sortie des soins intensifs, ou sans sortie de soins intensifs, juste mortalité. Encore plus tard, 2013, c'est un Cochrane database. On a étudié plusieurs, le Cochrane fait des méta-analyses, c'est un review de plusieurs articles. On a regardé la mortalité à 28 jours chez les patients avec ARDS cette fois-ci. Et on a vu qu'à 28 jours d'ARDS de soins intensifs et après soins intensifs, pour les patients qui ont été ventilés avec des volumes courants plus petits, ont survécu, là où la mortalité était
plus petite que l'autre groupe. Ici, vous voyez, il y avait 142 patients décédés versus 189 dans le groupe qui était ventilé avec des stratégies conventionnelles, disons, de volume courant de 10 millilitres par kilo, et ainsi de suite. Donc, 2013, il proposait déjà que ça soit, donc le volume courant bas, soit une stratégie de routine, de traitement routine des patients à RDS aux soins intensifs. Est-ce qu'il y a une raison d'utiliser des volumes courants plus bas chez les patients qui n'ont pas d'ARDS? Bon, comme pour l'intubation ou l'utilisation de vidéolaryngoscope, la littérature était contradictoire. Même s'il y a des grosses études, ici c'est une étude rétrospective, je suis d'accord, ils ont comparé 3 volumes courants, entre 9 et 12 et plus que 12, et ils ont regardé les complications respiratoires, notamment les lésions pulmonaires post-opératoires, les lésions pulmonaires post-ventilatoires dans ces patients, et comme vous voyez, la différence est quand même significative. Si on utilise 10 ml versus 6 ml par kilo, ça c'est une étude néerlandaise. La différence de patients qui développent des lésions pulmonaires post-ventilation, c'est de 13,5 versus 2,5. Donc la différence c'est quand même plus que 5 fois. Maintenant, on se pose la question, tout ça, c'est des études aux soins intensifs. Patients ARDS, patients sans ARDS, poumon sain. Est-ce que quitte de la salle d'opération? Et alors, j'ai eu la chance d'être président de la commission de thoracique à l'EACTA, ici avec 2 copains. Et on a envoyé, il y a 5-6 ans, 24 questions aux membres de l'EACTA, maintenant c'est EACTA ici. Ça, c'est les réponses, comme vous voyez. C'est beaucoup de réponses allemandes, des pays scandinaves, Angleterre, très peu de réponses belges, françaises, ainsi de suite, malheureusement. Les réponses étaient, par exemple, les questions, c'était utilisez-vous ventilation en pression contrôlée ou en volume contrôlé? C'était simple. La majorité, 60%, soit ils mentent, soit ils veulent faire du bien, mais 60-40, la proportion. Est-ce que vous fixez une pression inspiratoire maximale? Alors, bon, ceux qui utilisent pression contrôlée, ils ont dit 40. Alors, allez, entre 30 et 35. Volume courant, volume contrôlé, jusqu'à 35. On va discuter après de ça, on va voir. Alors, ceux qui font la ventilation unipulmonaire, qu'est-ce que vous utilisez comme volume? Ventilation unipulmonaire. Donc, bipulmonaire, c'est encore différent. Pour un poumon, 6 ou moins, 8 pour un poumon, 10 pour un poumon, ou la même chose que pour 2 poumons. Donc, vous recrutez les poumons. Oui, parfois, non, avant de mettre la pipe et tout ça. Bon, on arrive dans une époque, on évolue. L'hypoxémie n'est plus le problème majeur de la ventilation de nos jours. Ce n'est pas ça le problème majeur. Le problème majeur, c'est d'avoir la balance entre l'hypoxémie et la lésion pulmonaire qu'on peut provoquer en ventilant le patient. Le traitement de l'ARDS, parce que c'est ça qui nous donne des leçons en salle d'opération finalement, c'est d'augmenter l'oxygénation en ventilant le patient.
Mais en même temps, si on ventile le patient, on provoque barotomes, volotomes, ainsi de suite, et on provoque des lésions pulmonaires. Et donc, on diminue le PaO2, on diminue l'oxygénation. C'est un cercle vicieux. Donc, essayons d'éviter ça, essayons de faire augmenter la PO2 tout en prévenant les lésions pulmonaires avec une ventilation protective. Maintenant, ce que c'est la ventilation protective, on va voir tout de suite, parce que c'est mieux pour le patient. Si j'arrive à avancer. Donc, comme après la RDS, on essaie d'éviter les lésions pulmonaires. Après une ventilation chez un patient normal, on essaie aussi d'éviter des lésions pulmonaires dues à la ventilation. En salle d'opération, une étude, ça vient aussi de Montpellier. Ils ont comparé différents volumes courants. Comme vous voyez, chez des patients sous-nourris, obèses, obésité morbide, patients normaux, et ainsi de suite. On a vu que le volume courant ne différait pas énormément en fonction de la morphologie du patient. Ça variait entre 8 et 12, même pas 8 et 11 millilitres par kilo quoi, pendant la ventilation. Donc, comme je vous disais, l'hypoxie intraopératoire n'est plus le problème majeur parce qu'on sait le manager, on sait intuber, on sait ventiler, soi-disant, tout ça. Et c'était surtout dû aux problèmes liés aux patients, liés aux tubes, liés au système d'oxygène. Ici, une étude de 75 encore qui déjà disait qu'une erreur dans le tuyau d'oxygène, quoi. En 2010, c'est une étude, une très grande étude sur 27 000 patients par l'Université de Michigan, sur 84 000 gaz sanguins, des chirurgies non cardiaques et non thoraciques. Ils ont regardé les gaz sanguins des patients, ils ont analysé le mode de ventilation en fonction de ce qu'ils ont trouvé, quoi. Et donc, ils ont catégorisé les patients en 4 groupes. Un groupe avec oxygénation normale, hypoxie modérée, hypoxie sévère. Et ici, c'est le volume courant de ventilation. Comme vous voyez, il n'y a pas ou presque pas de différence, sauf dans le groupe sévèrement hypoxique, il y a une légère baisse du volume courant. La même chose pour la pression de fin d'expiration, pour la pipe utilisée. Il n'y a pas de différence, sauf ici une toute petite dans le groupe de pipe modérée. Mais vous allez voir tout à l'heure les chiffres, ce n'est pas du tout significatif à première vue. La même chose pour les pressions inspiratoires, presque aucune différence. Là où il y a une différence significative, dans le groupe qui était sévèrement hypoxique, il y avait une augmentation de l'FiO2. Donc les anesthésistes, qu'est-ce qu'ils font? Attendez, je vais vous montrer encore ici. Ça, c'était l'évolution, ça, c'était les cas qui ont été utilisés en fonction de type de chirurgie. Donc chirurgie non cardiaque, non thoracique. La majorité, c'était chirurgie générale, viscérale, gynécologique. Il y avait du tout, orthopédique. Et ici, comme vous voyez, par exemple, les 4 groupes et les valeurs ici, la valeur de la pipe avant et après. Comme je disais, il y avait une différence significative, mais 3,36 versus 4,14, c'est pas énorme, c'est assez pour être statistiquement significatif. Au cours de l'année, des années aussi, ils ont regardé quand même s'il y a
de différence dans les habitudes des anesthésistes entre, je ne sais pas, en 2006 et 2007, ou 2008, et ainsi de suite. Non, il n'y avait pas de différence, ou vraiment mineure, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Que les stratégies ventilatoires, c'était similaire si le patient il était hypoxique, normoxique, sévèrement hypoxique, et ainsi de suite. Et finalement, leur attitude des anesthésistes de l'Université de Michigan suggère que ce qu'ils faisaient, si un patient est hypoxique, ce que nous tous faisons, je suis convaincu, vous avez un patient qui est hypoxique, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le bouton, on augmente les FiO2. Ce n'est pas réflexe, c'est génétique chez les anesthésistes. Mais il laisse augmenter la pression inspiratoire, quoi. Et très peu, ou presque pas, sont qui utilisent des volumes courants bas, peu qui augmentent la pipe, enfin, augmentent au-dessus de 5, 10 et ainsi de suite, et très peu qui font des manœuvres de recrutement, malheureusement. Ça, c'est une constatation d'il y a une bonne dizaine d'années, quoi. Alors, ça, c'est beaucoup plus récent, c'est il y a 1 an et demi. C'est une méta-analyse des stratégies ventilatoires, à nouveau en chirurgie non cardiaque et non thoracique. Ils ont regardé ce qui était publié dans le monde. Est-ce qu'il y a une stratégie optimale qu'on puisse recommander à quelqu'un? Ils ont dit, bon, même si la ventilation protective, entre guillemets, c'est quelque chose qui est plus ou moins évident que c'est du bon sens qu'il faut l'utiliser, il n'y a pas d'évidence claire et nette pour l'utiliser non plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi regardé PubMed, Embase et tout ça. Ils ont analysé tous les résultats. Ils ont trouvé 63 études, beaucoup d'études multicentriques. Ici, il y a 14 des 63 présentés. Ils ont comparé les valeurs, les types de ventilation, volume courant, par exemple, vous voyez, entre 5 et 7, enfin, partout c'est entre 5 et 7 ou 8, versus les groupes classiques qui utilisaient 10, même plus. PEEP versus 0 PEEP ou en dessous de 5. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'on peut pas, la conclusion est qu'on ne peut pas tirer de conclusion, quoi. Parce qu'il n'y a pas une stratégie qui puisse dire que c'est protectif ou non protectif ou classique, ou vous utilisez 20 ml kilo, vous utilisez une pipe, vous recrutez pas. C'est la même chose. Dans l'ordre comme des patients, c'est la même chose. Il y a 1 an et demi. Regardez, les complications respiratoires. Il y a quand même dans la faveur de ventilation protective. Atelectase aussi, ventilation mécanique prolongée, pas forcément. Regardez ici, mortalité non plus, et hospitalisation prolongée non plus. Donc, pas de conclusion. Une autre étude. Volume courant bas et PEEP, mais cette fois-ci, ils n'ont pas regardé les complications, ils ont juste mesuré les marqueurs des lésions pulmonaires post-ventilation mécanique. C'est aussi le groupe de Markus Schulz d'Amsterdam, et ça c'est la myéloperoxydase. Il y avait une légère augmentation et de l'élastase, une légère augmentation. Mais la conclusion, c'était myéloperoxydase et élastase, c'est 2 marqueurs, mais il y a encore l'interleukine 6, 8, TNF-alpha et je ne sais pas quoi, et juste augmentation des marqueurs, ça ne veut pas dire lésion pulmonaire déclenchée non plus. Ici, des problèmes, une étude cardiaque, des problèmes multi-organiques
Après, mauvaise ventilation. C'est une étude faite par l'Université de Québec, Laval, en chirurgie cardiaque. Et mauvaise ventilation en chirurgie cardiaque, enfin mauvaise, on ne sait pas dire mauvaise, c'est avec des volumes courants au-dessus de 12 millilitres par kilo versus en dessous de 10, ben, ça donne beaucoup plus d'insuffisance organique de MOF, beaucoup plus de nécessité pour ventiler plus que 2 jours, insuffisance rénale et mortalité augmentée. Une étude encore, après je vais terminer un peu avec les études et les analyses et les méta-analyses. C'est clair et net, c'est Serpanetos et Marco Schulz à nouveau, c'est toujours le même dans le JAMA, en faveur de volume courant bas. Donc, volume courant bas pour tout le monde. Ça, c'était en éditorial. La différence, c'est avec les soins intensifs versus salle d'opération. En soins intensifs, les patients sont en général ventilés des jours, plus qu'un jour. Et cependant, en salle d'opération, la ventilation, une opération de longue durée, c'est pas plus que 6 à 8 heures, quoi. Le sevrage de ventilateur, parfois, s'avère difficile aux soins intensifs, tandis que dans la majorité des patients en salle d'opération, on peut les extuber, heureusement, facilement. C'est quand même démontré que même une ventilation de courte durée, donc courte durée, ça veut dire moins de 6 à 8 heures, peut provoquer des lésions pulmonaires. Et ces lésions pulmonaires, donc ça commence par soit par atelectasie, soit par barotoma, on va voir tout de suite, ça provoque une apoptose épithéliale, mais pas seulement dans les poumons, ça va aller plus loin, ça va aller après dans les reins, ainsi de suite. Donc, il faut essayer de les prévenir. Au niveau des poumons, on a d'un côté, on a ce qu'on a, l'atelectasie, le dérecrutement, quoi. Quand on a trop peu de volume courant ou pas de pipe. C'est ça que M. Bendixen, en 1963, il disait que bon, pour prévenir les atelectasies, il faut augmenter le volume courant. Ou alors, on a au contraire l'hyperdilatation des alvéoles qui peut provoquer des barotomas, volotomas. Mais les deux mécanismes, finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une synthèse accrue des biomarqueurs, interleukine, TNF, et puis finalement, s'il y a une manifestation clinique, c'est la lésion pulmonaire. Mais ventilation protective n'est pas seulement ventilation avec des volumes courants bas. Ici, si vous voyez, deux groupes, 12 versus 6 millilitres pour chirurgie abdominale. Et il n'y a pas de différence dans la fonction pulmonaire post-opératoire pendant 5 jours après chirurgie. Et si vous voyez, les deux groupes ont utilisé la même valeur de PIP et sans recruter les patients. Juste pour dire, donc, la ventilation protective, ça doit être en volume courant bas, une pipe au-dessus de 5 et recrutement alvéolaire. Voyons les études dans la salle d'opération. À nouveau, en groupe international, ils ont regardé volume courant de 9 versus 7, donc haut, bas, sans pipe, avec pipe. En bleu, ventilation protective avec pipe et volume courant bas. Et comme vous voyez, ici c'est le score clinique de complications pulmonaires. Ici c'est la
la téléctasie sur les radiographies, c'est clair et net, moins avec ventilation protective. Alors, définitivement, Montpellier revient. C'est une étude française, 10-12, sans pipe, sans recruter les poumons, versus 6-8, avec pipe à 6-8, et recruter après intubation et tous les 30-40 minutes, comme on a dit tout à l'heure dans la présentation per intubation, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont essayé de garder la pression de plateau en dessous de 30, en volume contrôlé. Les FiO2 étaient réglés pour avoir une saturation au-dessus de 95, et ils ont essayé de garder la normocapnie. Le résultat, 27,5% de probabilité des complications en ventilation non protective, donc versus 10,5 ventilation protective, 1 sur 3. La même chose si vous regardez, dans la population générale, il y avait 17 versus 5% de complications, 11% dans la population générale. Une autre étude, cette fois-ci c'est une étude internationale et un peu différente. 8 millilitres, on peut dire que pas de pipe de 12, recrutement, pas de recrutement, et recrutement après l'intubation, après disconnexion et avant extubation. C'était la fameuse étude Provailo avec Paolo Pelosi ici à droite, le Bogos au milieu, c'est moi. Et on a trouvé 174 complications, donc 40% de complications dans le groupe avec pipe haut et 449 dans le groupe sans pipe, 39 pardon, dans le groupe sans pipe. Par contre, dans le groupe avec ventilation protective, on a trouvé qu'on a utilisé beaucoup plus de vasopresseurs pour traiter l'hypotension péropératoire. Donc, conclusion, pas de différence dans la chirurgie abdominale ouverte si on utilise des pipes et recrutement par rapport à l'autre groupe. Le même regretté Paolo Pelosi a publié cet article aussi, pipe, recrutement plus pipe, recrutement sans pipe, et comme vous voyez, la seule différence c'est quand il utilise le recrutement et la pression positive, cette fois-ci dans des patients obèses, après induction, 5 minutes et 20 minutes après induction. Et comme vous voyez, il y a, c'est ici au milieu, il y a moins d'atelectasie par rapport au groupe où il a utilisé seulement la pipe ou le groupe où il n'utilise pas de pipe, juste le recrutement. Alors, il y a des années, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui est venue, d'après moi c'est une ineptie, qu'il faut utiliser dans la période périopératoire, mais c'est mon opinion, hein, seulement, donc vous pouvez ne pas être d'accord. Donc il faut utiliser de façon standardisée des FiO2 au-dessus de 80%, pas de 30, 35, 40 comme ça, parce que ça améliore ça diminue le taux d'infection au niveau de la plaie chirurgicale. Alors il y a décidément à nouveau le regretté Göran Hedenstierna. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un anesthésiste, mais il disait qu'il n'est pas anesthésiste, lui il est plutôt physiologie respiratoire et tout ça.
C'était un monsieur suédois qui, juste pour voir, il a publié plus que 5, 600, je ne sais plus, articles. Voilà, 550. Vous voyez ici, entre septembre et 2024, si vous arrivez à tout lire, c'est parfait. Il s'est beaucoup occupé de la téléctasie périopératoire. Pour ça, il faut que, juste un petit rappel de physiologie, dans un patient sain, avec un BMI normal, donc tout le monde debout, on respire, c'est en vert, pardon, on respire au-dessus de notre capacité résiduelle fonctionnelle. Tout le monde le sait. Il y a en rouge le volume de fermeture des voies aériennes. Maintenant, moi je suis un peu plus enveloppé. Je ne suis pas gros, juste un peu plus enveloppé. Si je me couche encore sur mon dos, c'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe? La capacité de fermeture reste. Mais mon ventre monte et mon ventre diminue mon CRF. Tandis que chez les patients âgés, les fumeurs avec bronchite, la capacité de fermeture va augmenter, tandis que le CRF va rester au même niveau. Je vais revenir tout à l'heure sur ça. La ventilation mécanique, on est tous d'accord que ce n'est pas physiologique. On utilise des mélanges de gaz, oxygène, c'est au-dessus de 21%, donc ce n'est pas physiologique, des médicaments, pression positive et tout ça. Et on a des atélectases tout de suite après l'induction de l'anesthésie, vous voyez, on voit ça super bien. Et pourquoi la téléctasie est mauvaise? Parce que c'est clair, on perd une partie des poumons. Et bon, à un moment donné, pas seulement une partie des poumons, mais ça provoque des lésions définitives. Et alors, pour la téléctasie, on ne va pas traiter une téléctasie en augmentant les FiO2, mais en augmentant peut-être ou en diminuant les FiO2 et en augmentant l'air dans le mélange qu'on donne, parce que vraiment le CPAP naturel qui va ouvrir les alvéoles, c'est l'air. C'est le nitrogène. La tolérance à l'apnée. Si vous voyez ici une étude, si on utilise 60, 80, 100%, 60, 80, 100% d'oxygène à l'induction. Regardez la tolérance à l'apnée. Il n'y a pas de différence. Bon, chez certains, ça monte jusqu'à 500 secondes, donc 4 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Mais bon, ça reste quand même aux alentours de 5 minutes, quoi. Par contre, la téléctasie, ça démontre une différence. Si on peut oxygéner avec 60, 80 ou 100%, il y a une différence significative qu'on voit à l'œil nu. Tout le monde connaît cette image, c'est avant l'induction, après l'induction. Vous voyez là les bandes blanches. Comment ça se forme, les atelectasies? Compression, parce que le patient est couché, mais c'est surtout absorption à cause de l'oxygène. Mais il y a bien sûr, il y a manque de surfactants, inhibition de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique et ainsi de suite. Et, bien sûr, c'est cette fermeture des voies aériennes, donc la capacité de fermeture, le volume de fermeture qui dépasse le volume de fin d'expiration des poumons, c'est ça qui est vraiment le tueur silencieux des poumons. Et tout au début, on a affaire simplement à un collapse des alvéoles. Mais avec le temps, ça reste collé comme ça. À un moment donné, ça va rester collé, ça va fibroser, ça va se former, ça va sécréter plein de médiateurs. Donc, ça va s'organiser et ça va causer des lésions tissulaires. Donc, la téléctase est présente en 90% des patients, c'est démontré. 15 à 20%, surtout basal, si le patient il est en décubitus dorsal. Maintenant, peut rester quelques jours, 3, 4, 5 jours,
favorise les infections, ça on connaît. L'oxygène, haute concentration, favorise l'atérectasie. La compression favorise l'atérectasie. Le manœuvre de recrutement suivi d'utilisation de 40% d'oxygène en air, mais pas 100%, diminue. La manipulation chirurgicale et le positionnement du patient favorisent l'atérectase. Et bien sûr, à chaque fois que vous déconnectez le patient et vous suctionnez le patient, l'atérectasie se forme. Préoxygénation avant d'extuber le patient à la fin de l'intervention favorise l'atérectasie. Et à nouveau, si vous recrutez et après vous donnez 100% oxygène, ça favorise l'atérectasie. Je dis toujours aux jeunes, ils vont avec le patient aux soins intensifs, on recrute le patient avant d'y aller. Les poumons sont, je pense que les poumons sont bien. Ils arrivent aux soins intensifs. Qu'est-ce qui se passe? On met le patient, on enlève le ventilateur, on déconnecte et on le reconnecte. Et il n'est plus recruté. Au moment que le patient est déconnecté, les poumons vont collaber. Donc, le recrutement, bien sûr, doit être suivi de moins de FiO2. Alors, pour rigoler un peu, et on a parlé tout à l'heure d'oxygénation apnéique. S'il y a quelqu'un de vous qui l'a fait, dites-le moi parce que ça m'intéresse. J'ai trouvé un article de 59 dans mes recherches, c'est déjà les pages sont jaunies. En 1959, publié en anesthésiologie sur l'oxygénation apnéique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont induit, curarisé les patients intubés, et puis ils ont déconnecté. Enfin, ils n'ont plus ventilé, c'était ventilation manuelle, il n'y avait pas de ventilateur à l'époque. Ils ont juste laissé de l'oxygène aux patients, et pendant 15 à 55 minutes à certains patients. Je ne sais pas demander à vos commissions d'éthique respectives d'être d'accord avec une étude pareille de nos jours. Donc, regardez, entre 18, 30, 55, c'est le plus, quoi. Et regardez ici, la saturation n'a pas diminué. Par contre, le pH artériel, c'est 6,88, 6,72, et ainsi de suite. C'est juste pour rigoler. Et à l'époque, cette étude était même sponsorisée, et ainsi de suite. Bon, c'était simplement pour voir, avec une hypercapnie, bien sûr, canon à des valeurs à 200 de CO2, quoi. C'est juste pour l'oxygène, quoi. Juste encore pour dire, M. Priestley, qui a découvert l'oxygène, il disait à l'époque, bon, si on met beaucoup d'oxygène, une bougie brûle très vite. Si on met moins d'oxygène, la bougie va brûler plus longtemps. Donc, l'article de la réponse aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant le 100% ou plus que 80% d'oxygène pour la plaie chirurgicale, c'est entre autres ici, mais il y a vraiment une flopée d'articles qui sont parus toujours par les mêmes auteurs qu'auteurs à l'époque. Juste pour voir, je n'ai pas trouvé beaucoup concernant les FiO2 pendant ventilation mécanique, c'est ça la vérité. Juste pendant ventilation unipulmonaire, ici ils ont trouvé une augmentation de médiateurs. Je répète, augmentation de médiateurs, ça ne veut pas dire nécessairement lésion clinique. Augmentation de médiateurs à des valeurs au-dessus de 50% d'oxygène. Je vais passer d'ici parce qu'on va aller. Donc, recrutement, manœuvre de recrutement. Vous voyez, pipe et volume bas, ça ne veut pas dire ventilation protective. Il faut
rajouter le recrutement, l'oxygénation est meilleure. Parce qu'il y a des zones dans le poumon, il y a des zones qui sont plus aérées, moins aérées, et ainsi de suite. Imaginez-vous comme cette salle où vous êtes assis un peu partout. Si je crie, je vais gêner les gens qui sont assis ici. Si je parle plus lentement, ceux qui sont derrière ne vont pas m'entendre. Donc, il faut essayer de recruter tout le monde. C'est ça l'idée dans le recrutement, à cause des zones différentes. Bon, maintenant, en passant au coucher, c'est clair, derrière il fait plus chaud, c'est plus d'obscurité. Les gens, pas ici, mais dans une salle de théâtre, ils ont tendance à dormir derrière par rapport à ceux qui sont assis devant. C'est un peu comme le poumon qui est vraiment couché, quoi. Revenons à nos volumes. Atelectasie, la capacité de fermeture a dépassé le CRF. Donc, si on augmente le volume, on va juste gonfler le poumon, mais la capacité de fermeture va rester là. Donc, ce qu'il faut faire, il faut recruter le poumon et mettre une pipe pour que la capacité de fermeture descende en dessous du CRF. Et avec ça, on vient au recrutement qui est dépendant de la pression. Donc, plus de pression on met, bien sûr, ça va se recruter plus. Mais ça ne suffit pas de mettre une pression pendant 2 secondes. Il faut vraiment être dépendant en temps aussi. On va voir tout de suite. Concernant la pression, certains disent qu'il faut monter au-dessus de 30, voire 40, voire au-dessus de 40 cm d'eau pour ouvrir toutes les alvéoles. Comment? CPAP jusqu'à 40 cm d'eau, 40 secondes, à ne pas utiliser chez les enfants parce que ça peut provoquer des bradycardies. Qui utilise cette méthode? Non. Ok, ce n'est pas une bonne méthode. Quelques cycles à pression augmentée, 4-6 cycles à 50 cm d'eau, pas chez les enfants, parce que ça peut donner des barotomies. Il y a quelqu'un qui utilise ça? Gonfler manuellement les poumons? Non. Alors il me reste que la méthode correcte, mais tout le monde utilise un peu de tout, au moins on a utilisé la méthode soi-disant correcte. Mais bon, je vous dis, la vérité absolue, ça n'existe pas. Soi-disant correcte, c'est vous mettez le driving pressure, ce qu'on appelle le driving pressure, c'est-à-dire la pression entre la pression maximale inspiratoire et minimale expiratoire, qui ne dépasse pas les 15 cm d'eau, et vous augmentez en mode pression contrôlée, vous mettez et vous augmentez doucement votre pipe. Et puis à un moment donné, vous allez voir que et la saturation et la compliance vont augmenter jusqu'au moment quand à un moment donné la compliance va commencer à rediminuer parce que vous avez passé la courbe d'inflexion sur la courbe le point d'inflexion inférieur sur la courbe de compliance. Je vais essayer de vous le montrer, pas en clinique, mais chez les animaux. Attendez que je vais essayer de dire non. Je vais essayer de... Désolé, mais... Vous voyez, on gonfle le poumon. Il y a les atelectases qui s'en vont. Vous voyez, les points noirs. Oh, non, on revient. On gonfle le poumon, on met juste en volume. Le poumon revient. Le poumon revient. Pardon. Oh, excusez-moi. Les ordinateurs et moi, c'est 2 choses, apparemment. Donc, on gonfle le poumon. On ne met pas de pipe, le poumon retombe. On met une pipe, retombe. On gonfle, on met une pipe. Vous voyez, le poumon reste ouvert. Et le cycle suivant va commencer à défaire ces atelectasies moches, noires, qui sont là. Et au moment quand on a enlevé la pipe, vous allez voir tout de suite à la fin,
Ça, c'est des poumons isolés de lapin. Au moment quand on a enlevé la pipe, ici à la fin, voilà, les poumons retombent. Je pense que c'est le plus facile de voir en quoi ça consiste le recrutement. Alors, le collapse pendant le recrutement, c'est expiratoire et instantané. C'est ça que je vous disais, on va aux soins intensifs, on reconnecte le patient, on aspire le patient et le patient tout de suite, il est à télétactique. Je vais essayer de parler encore 10 minutes, je peux, maximum. Bon, où est-ce qu'il faut recruter? Parce qu'on a vu la recommandation du groupe de Montpellier, de Futier, c'est après intubation, toutes les 30-40 minutes. On met le chrono, on recrute. L'évidence de recrutement, vraiment, il faut voir quand est-ce qu'il faut recruter. C'est difficile de faire des CT en péropératoire. Mais quand le PaO2, FiO2, c'est moins de 300, quand la saturation est en dessous de 95 avec 45% de FiO2, ou 92 avec 45 de FiO2 chez les enfants. Comment? Quand c'est nécessaire, mais jamais dans des patients hypovolémiques, pour des raisons évidentes. Ce n'est pas recommandé juste après induction. De préférence avant l'insufflation laparoscopique et aux soins intensifs au moins tous les matins après aspirer le patient. Et comme je vous ai dit, on augmente la pipe. Ici, une étude qui démontre que dans un groupe, donc il a gardé le driving pressure constant, il a augmenté la pipe à 20, il a augmenté la pipe à 50. Et si vous voyez ici, on voit mieux, driving pressure constant de 15, 15, 15. Ici, il a augmenté la pression inspiratoire sans augmenter trop la pipe. Et alors, le barotrauma, la différence avec barotrauma, l'occurrence de barotrauma, c'est ça quoi. Si on augmente soit trop ici jusqu'à des pressions de 60-70, c'est clair que ça va provoquer un barotrauma, mais il faut aller beaucoup plus bas, aux alentours de 50, sans augmenter la pipe. Donc, il vaut mieux augmenter la pipe sans augmenter le driving pressure pour ne pas avoir de barotrauma. Ça, je vais passer. Ça, c'est pendant ventilation unipulmonaire. Et comme je vous l'ai dit, c'est la fameuse méthode 5 à 10 à 15 à 20, ainsi de suite. Et puis, on diminue par palier de 2 pour avoir en fine-tuning exactement le moment où la compliance est parfaite. Donc, vous voyez, c'est une étude. Il a fait un recrutement pendant ventilation bipulmonaire, ventilation bipulmonaire, ventilation unipulmonaire, donc c'était les PaO2, ventilation unipulmonaire. Il recrute et regardez, les valeurs de la PaO2 sont remontées au niveau de la ventilation unipulmonaire. Ici, c'est la même chose. La même chose schématisée. On monte jusqu'à 40 et à un moment donné, le fameux point d'inflexion inférieur. Maintenant, comment on règle le ventilateur? Il n'y a pas de mode préféré, il n'y a pas de mode extraordinaire. Ça dépend de nous, ce qu'on connaît le mieux. De ce qui ressort de la littérature, c'est FiO2 assez bas, pipe, volume courant bas, et surtout driving pressure, donc différence entre maximum et minimum, ne pas dépasser le 15. Recrutement et même hypercapnie permissive de nos jours. Alors, les pressions ventilatoires, soi-disant, sont diminuées si on utilise la pression contrôlée, mais il y a beaucoup qui disent que c'est pas vrai. Il y a certains qui sont en faveur de pression contrôlée pendant l'anesthésie et pendant la ventilation mécanique, des autres non. La littérature se partage.
Et une étude a même montré que même dans l'ARDS, ce n'est pas vraiment supérieur aux ventilations en mode contrôlé. Chez les obèses. Chez les obèses, on a fait une étude de comparaison, groupe volume contrôlé, groupe pression contrôlé, et je vais vous dire, on n'a rien trouvé. La seule différence qu'on a trouvée, on peut la PaCO2 augmenter dans le groupe pression contrôlée. Donc, augmenter, mais regardez, la valeur c'était 45-50 versus 40, donc c'est même pas hyper capni. Une étude d'il y a longtemps. On a ventilé les patients avec des volumes courants. Ici, vous voyez, c'est 1200 millilitres. Ça, c'est 1200, quelque chose comme ça, versus 700, versus 500 millilitres. De nos jours, on ne pourrait plus faire. C'était le patient BPCO. Mais c'était juste pour voir que si on ventile avec la même fréquence, si on partage le volume minute, on diminue la fréquence, le volume courant augmentait à l'époque parce que c'était des ventilateurs de soins intensifs. Et alors, comme ça, on a diminué finalement la pipe intrinsèque d'OR4 disque, d'OR4 qui était vraiment mauvais chez les patients BPCO. Et c'était décrit chez les patients avec mucoviscidose aussi en attendant une transplantation pulmonaire, ce type de ventilation avec rythme en dessous de 8 et avec des volumes courants assez hauts. Cette étude encore c'est le ProBees. Donc, ils ont regardé les complications pulmonaires avec PIP et recrutement, PIP sans recrutement, et ils n'ont rien trouvé. Pas de différence. Une étude pendant la ventilation unique pulmonaire. 5 avec 5 de PIP versus 10 sans PIP. Donc, si on compare 5 de volume courant et 5 de PIP versus 10 de volume courant sans PIP, c'est exactement la même chose pendant ventilation unipulmonaire. Ici aussi pendant ventilation unipulmonaire, mais c'est le contraire, ils disent que c'est mieux avec PIP et recrutement. Alors, ça, c'est l'étude. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire parce que je suis co-auteur et on est en train d'écrire ça, mais c'est le plus grande étude jamais faite sur la ventilation en général et sur la ventilation unipulmonaire. L'étude est arrêtée pour le moment parce qu'on a les résultats finaux, mais quand ça va sortir, je vous recommande parce que les résultats sont très étonnants. Alors, juste 2 mots. Ça, c'est un peu la visualisation de la ventilation. J'ai eu la chance d'avoir cette machine pendant l'anesthésie et pas aux soins intensifs. Il y a beaucoup d'intensivistes qui l'utilisent. Je ne sais pas si parmi vous il y en a. C'est l'impédance par tomographie électrique. C'est une machine non invasive. On met une ceinture autour du thorax avec des électrodes et en fonction de ça, on regarde la répartition de la ventilation au niveau des poumons. À peu près, ça se présente comme ça. Malheureusement, ce n'est pas filmé. Ici, vous voyez ici, c'est l'induction de l'anesthésie. Donc, le patient n'est pas ventilé du tout. Et puis, le patient est intubé, il est ventilé. Et il est même recruté, vous voyez. On voit qu'après l'intubation, il y a peu de ventilation ici. On avance un peu. Regardez, plus on avance et plus on recrute le patient, vous voyez, comme en augmentant la pipe, le patient, il est mieux ventilé. Attendez que je... Voilà. Vous voyez à la
fin, vraiment les deux poumons sont gonflés. Ici, c'est la variation de volume courant, donc ça c'est encore autre chose. Ventilation bipulmonaire, on a fait ça pour ventilation unipulmonaire. Il y a une étude qui a regardé ça comme moyen de vérification, de check pour la ventilation, pour les tubes à double lumière. Ça marche bien, mais s'il y a un problème, on ne sait pas d'où ça vient le problème, donc ça peut être recommandé. Vous voyez, il n'y a qu'un seul poumon qui est ventilé. De l'autre côté, il n'y a rien. Le jet. Le jet, c'est comme vous voyez, il n'y a rien qui est ventilé. Donc il n'y a pas de variation, il y a une ventilation centrale qui n'est pas ventilation, c'est simplement ici au milieu. Vous allez voir, ça ne bouge pas. Il y a des poumons qui restent gonflés, mais ça ne bouge pas. Donc il n'y a pas de... c'est pas une vraie ventilation, quoi. Et ici, c'est la pipe et recrutement, mais comme vous voyez, ça augmente le volume, juste pour monter un peu. Et comme je peux vous montrer, c'est dans le temps encore. Comme je disais avec le recrutement, c'est pas une fois, je ne peux pas vous dire qu'il faut 3 cycles ou 4 cycles. Parfois, il faut 1-2 minutes au même niveau que les poumons s'ouvrent. Ça, je vais skipper, c'est Luc Aubert qui va parler de ça. Une chirurgie que je pense que tout le monde en fait de nos jours. Bon, ici, c'est la chirurgie robotique, mais c'est vraiment la chirurgie de la prostate. Et c'est pas un robot. On n'a pas accès aux patients, on n'a rien. Juste pour vous montrer que le patient, il est vraiment tête en bas. Si je mesure, c'est 40 degrés de Trendelenburg. Pour finir, là, le patient, il a besoin de... Ah, non. Ça ne veut pas marcher. Ici, donc je vais vous montrer l'image comme ça. Une patiente normale qui est intubée après l'intubation, vous voyez, sa compliance est de 75. Donc la compliance, finalement, c'est la pente de cette courbe, quoi. C'est la courbe de pression-volume. La pente de cette courbe représente la compliance. Après intubation, encore après intubation, mais ici c'est la courbe de débit-volume. Et ici, insufflation interne de Trendelenburg. Vous voyez, 32. La compliance a beaucoup diminué. Et puis on commence à recruter. On commence à recruter. On met donc 5 de pipe, 20 de pression inspiratoire. Donc ça fait 15, comme je vous disais, entre la pression maximale et minimale. On augmente la pipe et en espérant que ça va augmenter. Et comme vous voyez, ça commence à se verticaliser, cette pente de la courbe. Jusqu'à un moment donné, on est arrivé au-dessus de 40. Ici, on a diminué la pipe. Ça reste toujours 28, moins 13, c'est toujours 15. 21 moins 8, c'est toujours, c'est même moins. Et donc, on ventile avec ça en recrutant. Bon, je pense que l'hypoglycémie commence à parler. Les conclusions. Il n'y a pas de remède miracle fait maison. Désolé, hein, je ne sais pas vous dire un remède miracle fait maison. Il y a juste des discussions comme dans le monde entier, et la littérature qui est assez contradictoire. Il y a certaines études peut-être plus probantes que les autres. Ce qui est neuf, c'est que c'est plus simplement l'hypoxémie périopératoire qui est notre problème. C'est simplement pour protéger ces poumons qui est aussi un problème. Et finalement, si on regarde ce qui est basé sur l'évidence, c'est en volume courant de 6 à 8, ça ne peut pas faire de mal. Quoique certains patients probablement auront besoin de plus, certains vont se contenter de moins. Une pipe de 6 à 8, mais ça aussi, je vais vous dire, c'est très général parce que de certains patients, notamment les patients BPCO sévères,
il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui ne vont pas aimer ça. Et un recrutement chez un patient hypovolémique. Et bien, c'est ça la prochaine étude, le TOSCA, encore une étude multicentrique. Désolé de vous avoir tenu si longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.